Bonsoir à tous et bienvenue dans Reportage. Le numéro de cette semaine est dédié aux personnes qui entreprennent et qui font bouger les choses au niveau de leur ville. Comme cet ingénieur de Sétif qui a créé un logiciel pour économiser l'énergie, ou encore ces femmes de Tizi Ouzou qui fabriquent des accessoires de mode à partir de tissus recyclés. Sans oublier ce couple de Soukahraz qui a transformé la maison familiale en maison d'hôte. Mais avant de voir tout cela, on commence par cette initiative du Centre algérien de l'entrepreneuriat social qui accompagne les jeunes qui souhaitent créer leur start-up. De micro-entreprises qui sont là pour répondre aux besoins socio-économiques du pays. Les explications dans ce reportage de Samia Bouharour. Via l'entrepreneuriat social, ces jeunes porteurs d'idées projettent de monter leur propre start-up. Des start-up qui contribuent à l'amélioration du niveau socio-économique de leur pays. Un projet lancé par le Centre algérien d'entrepreneuriat social. C'est un centre purement algérien, 100% algérien, avec des compétences algériennes, des ressources algériennes. Notre idée, c'est quoi? C'est que nous, on est dans un pays qui a quand même 75% de jeunes de moins de 30 ans. Donc on a des ressources formidables, des ressources humaines, des ressources naturelles, etc. Et face à ça, on a aussi des problématiques sociales et environnementales, toutes les questions liées au développement durable. Et du coup, nous, notre idée, c'est nous inspirer du parcours que vit le citoyen, toutes les problématiques auxquelles il fait face, que ce soit dans le transport, dans l'agriculture, dans l'éducation, dans tout ce qui est mobilité des personnes handicapées. L'objectif du programme Impact at Work est de développer à travers des sessions d'inspiration, de sensibilisation, de formation et des sorties sur terrain les compétences entrepreneuriales, managériales et humaines d'environ 2000 étudiants issus d'une vingtaine d'établissements universitaires des 3 wilayas concernés, Alger, Oran et Boumerdès. On est déjà à la 2e édition de ce programme qui s'appelle Impact at Work et qui est fait en partenariat avec la fondation de la City et avec Enactus. Enactus, c'est une ONG qui est présente dans 36 pays dans le monde et son but, c'est d'aider les étudiants de les aider, les outiller à développer des projets qui améliorent les conditions de vie des populations. Et à partir de là, à partir de l'idée, on a commencé à la formaliser avec des cours, des formations, du coaching dans des domaines comme l'analyse financière, le plan marketing, des choses comme ça. Ce programme d'accompagnement de ces étudiants à la création de leur propre entreprise à impact social a démontré le génie et le dévouement de la jeunesse algérienne qui propose des solutions innovantes aux questions cruciales liées à la société. Notre projet s'appelle El Safi, où le principe d'El Safi, c'est une gourde qui sert à filtrer l'eau. Elle est portative, c'est l'avantage. Et c'est l'avantage qu'elle nous donne, c'est en fait ce que ça rapporte à l'Algérie, c'est de réduire les déchets en plastique dus aux bouteilles. C'est un projet de recyclage des huiles de friture qui pollue des centaines de litres d'eau qui peut être potable. Donc on les recycle en faisant un savon écologique. À travers un programme bien étudié, le Centre algérien d'entrepreneuriat social offre à tous ces jeunes l'opportunité de devenir des maillons forts dans le développement de la société. Voici à présent un exemple concret d'entrepreneuriat social. Son initiateur, c'est Abdelmoumen Mesbah, un ingénieur originaire de la commune de Genzet à Sétif. Soucieux d'économiser l'énergie électrique dans sa ville, il a créé une carte intelligente qui régule la consommation d'énergie grâce à un logiciel. Nedjma Harj l'a rencontré et voici son portrait. Genzet, la nouvelle ville intelligente de Sétif. Désormais, tous les moyens techniques de la commune seront contrôlés et gérés via un système centralisé. Contrôler l'ensemble des équipements techniques à partir d'un seul point, avec des logiciels qui vont gérer ces équipements-là. La commande est réalisée grâce à cette carte intelligente contenant des microparticules électroniques micromillimétriques. Ce sont les éléments constituants de la carte. C'est du 0,402 mm en termes de... Qu'on peut voir à la loupe. Qu'on peut voir à la loupe et que la machine arrive à prendre du fidèle vers la carte électronique. Voici la ligne de production. Cette machine, aussi performante que précise, permet de fixer les composants sur la carte électronique. Autrement dit, le contrôleur à distance.
Elle peut faire jusqu'à 6000 insertions de composants par heure, donc en termes de capacité d'insertion de composants sur la carte. Elle peut y aller en termes de précision, jusqu'à un packaging de 0402 en termes de langage électronique. Un process qui a pour principal objectif d'économiser les énergies électriques et donc réguler et contrôler leur consommation. Donc c'est des cartes électroniques qu'on va installer par exemple dans une école. Cette carte-là, elle va récupérer les informations techniques de l'école, par exemple une température, une pression en amont de la station de pompage et éventuellement faire de la régulation de la température. Elle fait ce travail-là, après elle va envoyer les informations vers le serveur principal. Un projet ambitieux aux multiples avantages pour la commune et ses habitants, mais aussi pour le développement de l'économie nationale qui jusque-là importait ce savoir ô combien onéreux. On peut faire de la gestion d'un bâtiment, comme on peut faire une gestion d'une usine, comme on peut faire une gestion d'une ville. L'ingénieur Genzati espère développer cette technologie locale à travers d'autres grandes villes du pays. Et pourquoi pas ailleurs? On reste dans la wilaya de Sétif, une région réputée pour sa production d'huile d'olive. Une production qui génère des déchets, les grignons d'olive. Un mélange de peau, de pulpe et de noyaux fragmentés. Des résidus que des investisseurs privés ont décidé de valoriser en les transformant en 3 sous-produits destinés à l'alimentation du bétail, au chauffage et à l'agriculture. Les détails dans ce reportage. Partant du principe que rien ne se jette, tout se transforme, cette nouvelle unité qui se trouve à Sétif assure la transformation des déchets engendrés par la production d'huile d'olive en matière productive. Alors que certains se débarrassent de ces déchets dans la nature, d'autres personnes conscientes de leur valeur ajoutée essaient d'en faire quelque chose. L'idée nous est venue après l'installation d'un pressoir d'huile d'olive. Les déchets se sont tellement entassés que nous avons pensé à cette idée de recyclage. Il s'agit d'enlever tous les déchets pour avoir une pâte sans résidus. Ces déchets tels que les grignons d'olive, rejets composés de peau, des résidus de la pulpe et des fragments de noyaux ont permis d'avoir plusieurs productions. Ce projet nous a permis d'avoir 3 sortes de production. L'une d'elles est utilisée dans les chauffages domestiques et industriels. La deuxième production concerne les produits cosmétiques. Et la troisième, le fourrage pour servir à l'alimentation du bétail. De tels investissements basés sur le recyclage des déchets alimentaires sont non seulement bénéfiques pour notre environnement, mais aussi et surtout une valeur ajoutée et une richesse pour notre économie nationale. On reste avec les initiatives qui touchent à l'environnement et cette fois-ci à Ain el-Hammam dans la wilaya de Tizi Ouzou. Là-bas, une association a créé une recyclerie créative. Concrètement, cela consiste à réutiliser les tissus pour en fabriquer des accessoires. Outre l'aspect environnemental, cette association et cette recyclerie créative visent à insérer les femmes au foyer dans le monde du travail et leur permettre d'être indépendantes financièrement. Découverte de la recyclerie créative du Durdura avec Samia Bouharour. Nous sommes à 1100 mètres d'altitude, à Ain el-Hammam plus précisément, et à environ 50 km de Tizi Ouzou. Ici, l'indépendance économique reste un rêve difficile à atteindre pour les femmes peu qualifiées. Et c'est pour cette raison que AMSED et APAM ont décidé de les soutenir à travers plusieurs projets, notamment le recyclage textile. L'environnement pose un sérieux problème en Algérie parce que c'est désolant. Des fois, tu marches n'importe où et tu trouves là, voilà, des déchets qui traînent un peu partout dans cette belle nature, notamment dans le Djurdjura, la région où on a créé ce projet de recyclage. Du coup, on s'est dit, c'est dommage qu'il y a
ces déchets un peu partout, or que ces déchets peuvent être des ressources. Hein. Et du coup, on s'est dit pourquoi ne pas innover, transformer ces déchets, leur donner une valeur économique, c'est-à-dire les recycler, les customiser, et ensuite les revendre et puis créer de l'emploi. Parmi les objectifs de l'association, c'est l'insertion socio-professionnelle des femmes au foyer pour justement à un certain moment acquérir un revenu. Nous, ce que nous avons fait à travers ce projet, on a essayé de leur attribuer un espace au sein de l'association. On leur a ramené les outils de travail, les machines, etc. On leur a offert un espace, la boutique que vous avez visitée tout à l'heure, c'est pour faire un espace d'exposition et de vente. Et à travers notre réseau aussi, ici en Algérie et en France, essayer de commercialiser les produits qu'elles fabriquent ici. Plus de 70 recycleuses ont été formées dans la couture, broderie et autres et travaillent désormais quelques heures par semaine dans ces locaux modestes. Elles peuvent ensuite vendre leurs créations sur les marchés de Tizi Ouzou et en France. Le premier but, c'est déjà la protection de l'environnement, former des femmes, en même temps créer de l'emploi pour les femmes au foyer. Le grand but لازم احنا نعرفوا قيمة الخدمة تاعنا ماشي الناس اخرين يعرفوا قيمتها خير منا. هذا هو البروبليم. دونك معليش كي او كونترير كي تشوفي البرودوي تاعك في فرنسا dans une boutique au marché de Noël et tout, c'est une fierté quoi. Une opportunité pour des femmes déjà, pouvoir faire quelque chose pour soi. Être peut-être libre, genre on peut être utile pour quelque chose, pour la maison, pour l'environnement. Un travail à la perfection, des pièces originales et des échos positifs de Strasbourg encouragent de plus en plus les recycleuses du Djurdjura. Nous accompagnons les éco-couturières du Djurdjura, puisque éco, c'est en lien avec la nature, puisqu'elles prennent des matières donc, qui sont recyclées, et donc elles sont soit en apprentissage, soit on cherche à développer les compétences qu'elles ont déjà, à savoir les spécialités qu'elles ont, la broderie, certaines brodent magnifiquement bien, et ces broderies-là ont beaucoup de succès en France. Cette recyclerie créative assure à toutes ces femmes qui habitent dans les zones rurales une bonne insertion socio-économique et un épanouissement qui va certainement les pousser à atteindre des objectifs qui étaient autrefois impossibles. Faire connaître la région de Souk Ahras aux touristes locaux et étrangers, c'est le pari des époux Zitoun. Ce couple de retraités a transformé la maison familiale en maison d'hôte. Baptisé le domaine Saint-Augustin, ce gîte se trouve au cœur de la campagne et offre aux visiteurs le privilège de se réveiller près du site archéologique de Nador. Amel Bouarba s'y est rendu et voici son reportage. Voici le domaine de Saint-Augustin, un gîte rural confortable et convivial qui offre à ses hôtes une vue imprenable sur les vestiges archéologiques de Nador et les paysages de Souk Ahras. Nous sommes sur place, on fait table d'hôte aussi parce que moi-même je suis gastronome et passionnée de cuisine. Donc on fait la cuisine avec les produits du terroir, tout est biologique. Donc on favorise, si vous voulez, le tourisme écologique pour faire renaître toute cette richesse, tout ce patrimoine et encourager les agriculteurs, encourager les femmes à reprendre l'artisanat. Parce que vous avez vu, la maison, elle est décorée entièrement avec des produits artisanaux algériens. On a ouvert le 21 mars. Et on travaille juste par nos petits réseaux et on a eu quand même, jusqu'à la date d'aujourd'hui, une centaine de touristes algériens et étrangers. C'est donc un véritable retour à la nature pour ce couple de retraités de Souk Ahras qui a eu l'idée ingénieuse de transformer sa maison en maison d'hôte, dotée d'une capacité de 14 lits et de toutes les commodités nécessaires pour un agréable séjour. C'est une région qui a une histoire millénaire et malheureusement elle est délaissée. Aucun endroit d'accueil ici. Et on est pionnier pour créer un label de gîtes ruraux. C'est un devoir de faire ne serait-ce qu'un tout petit peu pour essayer de faire renaître l'espoir, surtout chez les jeunes et les enfants. L'espoir aussi de faire de cette région un lieu de prédilection pour les touristes, d'autant que ce couple est un parfait militant de l'agrotourisme. Projet culturel qui s'appuie sur le potentiel historique
culturelle et cultuelle dans la région. Tout ça va entraîner toute une dynamique, refaire vivre notre artisanat, tout ce que le halfa, vous avez une zone alfatière ici, les chapeaux, tout ce que nos ancêtres faisaient, et le gfouf, les couffins et tout ça, et donner, c'est ça l'économie durable, l'économie solidaire aussi. Nous, c'est la solidarité envers les gens pour promouvoir un peu tout ça et leur donner envie de travailler. Promouvoir non seulement à partir des produits du terroir, comme le fric, le maïs, vous voyez, le mastora, alors que nous avons besoin de l'aliment de bétail, on emporte des produits dégueulasses qui font des maladies, alors que nous avons des rendements extraordinaires. Et en tant que pionniers de l'agrotourisme à Soukahras, les propriétaires du domaine de Saint-Augustin ambitionnent aussi de lancer un autre projet d'envergure à une centaine de mètres des vestiges romaines de Mador. Un projet pour lequel ils ont obtenu le soutien de la wilaya et l'accord du ministère du Tourisme. Il s'agit d'une auberge rurale plus spacieuse avec entre autres piscine et espace de dégustation. De quoi faire le bonheur des visiteurs de la ville d'Apulé et de Saint-Augustin. Des vestiges archéologiques de Nador, direction Tindouf au sud-ouest du pays, plus précisément au parc culturel de Tindouf. Un parc qui recèle un patrimoine archéologique exceptionnel qui remonte à la préhistoire. Rahim Abdelaziz nous raconte l'essence de la civilisation de Tindouf qui remonte à plus de 2 millions d'années. Reportage. La région de Tindouf et ses vastes espaces sahariens fascinent par leur beauté où se mêlent Hmeda et dunes de sable. D'apparence désolée, cette même région abrite pourtant un riche et varié patrimoine archéologique de portée universelle. La wilaya de Tindouf, classée parc culturel, recèle un patrimoine qui remonte au temps préhistorique. On a un matériel lithique qui est représenté essentiellement par les galets aménagés qui sont datés par les préhistoriens à 2 millions d'années, et plus exactement à 2,5 millions d'années. Donc on a un matériel qui démontre l'existence d'un homme au temps les plus lointains que l'on peut imaginer. Donc le premier homme qui a peuplé cette région, bien sûr il y avait un climat plus humide, plus favorable, donc il y avait une végétation luxuriante et une grande faune qui ont permis l'installation de l'homme dans cette région, bien que située dans le fond du Sahara algérien, mais qui recèle. Donc on a trouvé des pièces qui témoignent de cette existence de l'homme depuis des millions d'années. Donc les premières civilisations, c'est la civilisation des galets aménagés. On a trouvé la deuxième civilisation qui remonte à 100 millions d'années, c'est la civilisation des Bifas et des Ajrou. Donc l'homme, il a perfectionné son outil pour être plus favorable à son métier, enfin son mode de vie qui était basé sur la chasse essentiellement, la chasse de la grande faune. J'ai dit qu'il y avait un climat plus humide, contrairement au climat actuel qui est aride et marqué par une pluie rare et même il y a peu de pluie, mais il y avait un climat quand même favorable à l'installation de l'homme qui a perfectionné son outil, donc tiré de la pierre. C'est pour ça c'est le paléolithique. On est toujours dans le paléolithique inférieur et puis supérieur, où il a fabriqué deux outils. Un, c'est le bifas pour chasser la grande faune, et l'autre, c'est le hachuro qui lui permet donc d'enlever la peau des animaux et aussi couper la viande. Il mangeait aussi de la viande crue jusqu'à la découverte du feu, qui revient à 1 million d'années, donc lors de paléolithique supérieur, c'est-à-dire la civilisation du Bifas et des Ajrou. La troisième civilisation, c'est la civilisation attérienne, dite attérienne, c'est en correspondance à Bel Atel. Les premiers outils ont été trouvés à Bel Atel. Cette civilisation, elle est typiquement nord-africaine. La spécificité de cette civilisation, c'est que les outils étaient composés. Donc l'homme préhistorique, il a taillé l'outil de telle sorte qu'il a un pédoncule qui lui permet de l'attacher à un bâton pour faciliter la chasse et aussi couper la viande des animaux. Et après, on a la civilisation
la civilisation du néolithique, l'Asr al-Hajari al-Hadith, où il y a une évolution. Donc l'homme n'est plus chasseur et prédateur, et sa vie était basée sur la cueillette des plantes sauvages et des fruits sauvages, mais il a commencé, c'est l'ère de la production, donc attesté par un matériel lithique très important, notamment les pointes de flèche. Le néolithique, donc on a dit qu'il y a une variété, une panoplie de matériel lithique, essentiellement les pointes de flèche qui permettaient à l'homme préhistorique, donc de cette phase qui est toujours clémente dans ce Sahara de l'ouest algérien, donc de chasser les animaux sauvages à distance. Il a aussi fabriqué un matériel de minerai composé essentiellement de meules et molettes, donc ce qui atteste d'une agriculture donc préliminaire. Donc il faisait l'agriculture essentiellement de céréales, et ce matériel, la meule et la molette, lui permettait de moudre donc les graines, que ce soit sauvage et aussi celles produites par l'agriculture rudimentaire. Il aussi pratiquait l'élevage. Ceci il est attesté par les gravures rupestres, puisqu'on voit donc l'art pariétal. Il nous a donné une rétrospective sur cette vie, ce climat humide. Donc on a des éléphants, des girafes, des autruches, donc qui témoignent de cette humidité du climat, et on a des bovidés. Donc cela reflète que l'homme pratiquer l'élevage de bovidés. Ce qui dit bovidés, donc ça reflète une végétation luxuriante, contrairement à la végétation xéri qui existe actuellement, qui est dominante, notamment les acacias qui sont dominantes, donc ils sont adaptés à la sécheresse, à l'aridité du climat actuel. Mais dans le néolithique, il y avait un climat plus favorable à l'homme. Notre magazine est terminé pour ce soir. Merci à vous de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous vendredi prochain. Et d'ici là, passez une très bonne semaine. À bientôt.